Alors, le retour en force du Bitcoin, c'est maintenant. Pourquoi pas? C'est dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de mes raisons qui me poussent à croire que le Bitcoin, effectivement, est dans des dispositions acheteuses pour au moins atteindre les sommets des 50 000, voire plus, même les 60 000 ou 70 000, puisque on est en train donc de changer progressivement, ce qu'on appelle le shift. Il y a un shift qui se fait, un changement au niveau des politiques monétaires et économiques globales, et surtout aussi également avec les conflits à répétition, parce que les rendements sur l'or deviennent de plus en plus exigeants compte tenu de disons, du ralentissement de l'inflation. Donc, avec potentiellement les nouvelles guerres et géopolitiques qui se préparent, on peut peut-être penser que des emprunts ou une création de nouvelles dettes deviendront de plus en plus fréquentes, et donc, pourquoi pas, ça peut profiter au Bitcoin. Alors, avant d'aller en profondeur, je tenais donc à vous remercier déjà d'avance de regarder cette vidéo, de la suivre attentivement, de ne pas hésiter à nous laisser des questions ou des commentaires, et puis aussi de vous abonner, de penser à vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. On se retrouve évidemment après le générique. Bien, François Ablé pour Lunix Trading, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis là devant vous pour vous parler de mes raisons qui me poussent à croire que le Bitcoin, il est de retour. J'en ai dénoté 3 raisons, il doit y avoir potentiellement plus de raisons. Alors, je ne suis pas un spécialiste du Bitcoin. La crypto-monnaie, c'est quelque chose que je regarde de loin comme la plupart de ceux qui ne s'intéressent pas trop à la crypto. J'ai quand même juste un petit, disons, un bagage un peu plus poussé sur les marchés financiers, mais qui me permet de comprendre un peu la structure de la crypto. Mais la crypto, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un monde à part, autre que les marchés traditionnels ou les marchés classiques dont on a l'habitude. Alors, je voulais me prononcer sur ce que je sais au niveau du Bitcoin, notamment de mes raisons pour lesquelles je pense que le Bitcoin va faire de nouveaux records dans les mois à venir. Alors, première raison, c'est le halving. Le halving, comme vous le savez, c'est un processus, théoriquement, hein, c'est un processus au cours duquel on a une récompense, n'est-ce pas, au niveau de ceux qui minent, hein, ce qu'on appelle souvent le Bitcoin mining. Donc, ceux qui minent le Bitcoin, leur récompense se diminue de moitié chaque 4 ans. D'accord? On a commencé en 2000, ça a commencé en 2012. Le Bitcoin est né en 2009. Donc en 2012, je crois en novembre 2012, la récompense pour miner un Bitcoin était de 50 Bitcoins. Après, je crois en juillet 2016, c'est passé à 25. Après, en mai 2020, c'est passé à 12,50. Récemment, c'est, je crois, en mai, donc voilà, donc mai 2020, donc prochainement, c'est-à-dire comment on appelle ça, dans le courant de mars ou avril 2024, on va passer, je crois, à 6,50 ou bien peut-être même 325, je ne sais pas. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'on perd 50% au niveau de la récompense sur le halving pour ceux qui font le minage du Bitcoin. Donc, ce processus-là, bien sûr, comme vous le savez, de façon purement économique, si la récompense sur le Bitcoin diminue au niveau du minage, ça veut dire que ça stimule en quelque sorte une demande des utilisateurs, de ceux qui travaillent dans la chaîne de blocs, de pouvoir, disons, persister ou de s'y prendre tôt pour pouvoir le miner. Un peu comme si on disait, par exemple, plus vous allez acheter des actions de cette compagnie, n'est-ce pas, plus les parts diminuent.
Et plus les parts diminuent, plus le rendement sur les parts augmente. Ce qui est normal. Donc, beaucoup de gens vont se presser pour acheter les parts de l'entreprise parce que s'il y a moins de parts en circulation, eh bien, le rendement devient plus grand parce que le risque, disons, de contrepartie est plus élevé. Donc, forcément, le rendement sera beaucoup plus grand. Donc, c'est un peu le même principe sur le Bitcoin. OK? Alors, le halving est censé générer à peu près dans la chaîne de blocs 210 000 coins, de sorte lorsque on va arriver à la fin du processus de halving qui est programmé pour 2140, on doit atteindre pratiquement 0, je crois, 8 chiffres après la virgule de Satoshi. Alors que, donc, d'après mes recherches, un Satoshi, c'est égal à un 10 millionième, voilà, un 10 millionième du Bitcoin, qui ne peut pas être récompensé au minage, d'accord? Donc, pour le moment, on est à 210 000 blocs encore. Voici ce que ça dit. Donc, le halving, c'est un processus qui permet donc de créer un stimuli au niveau de la demande de la chaîne de blocs afin de pouvoir booster le prix du Bitcoin, d'accord? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour l'ETF. Alors, l'ETF, on a appris récemment que le célèbre gérant de fonds et de pensions qu'on appelle BlackRock, c'est-à-dire le plus gros gérant de ETF au monde, BlackRock gère près de 6 trillions de capitaux sur les ETF. Ça s'est monté de 2 trillions. Entre 2020 et 2023, ils sont passés de 2 trillions supplémentaires. Parce qu'avant, ils étaient à peu près à 4 trillions entre les ETF sur les bons du trésor, les ETF sur les actions et ainsi de suite. Sur les matières premières, ce qu'on appelle les ETF hybrides, qui sont un peu un mix ce sont eux qui ont fait ça. Ce sont des mix entre des ETF de bons du trésor adossés aux matières premières, d'accord? Et tout ça, c'est un marché qui est colossal, c'est un marché qui est hyper liquide, et c'est BlackRock qui le gère. Alors BlackRock a dit qu'ils vont créer un ETF aussi hybride ou un ETF normal, standard, sur le Bitcoin. Et cette nouvelle a fait monter, les spéculations ont fait monter, disons, le Bitcoin sur des sommets, mais on n'a pas encore eu l'approbation. Alors, beaucoup d'analystes se prêtent au jeu pour dire, avant que l'opération ne se fasse, avant que le deal ne se fasse, le Bitcoin va commencer à monter. Et pourquoi est-ce qu'on veut créer un ETF sur le Bitcoin? Mais c'est simple, c'est pour permettre à plusieurs porteurs d'arriver sur le marché, parce que beaucoup de gens qui sont plus centralisés sur les marchés actions et qui sont plus ETF pour leur portefeuille s'intéressent de plus en plus à la crypto-monnaie. Or, jusqu'à présent, c'était seulement le CME, Continental Mercantile Exchange, qui avait créé son Bitcoin à partir de, je crois, à partir de mars ou avril 2018 ou 2019. C'était fait par la vice-présidente de la Fed, celle qui avait donné son approbation justement aux autorités de régulation, donc la SEC. Elle s'appelle Michelle Broman, qui est la première vice-présidente de la Fed, qui avait donné son approbation pour pouvoir établir des contrats à terme sur le Bitcoin. Donc le CME Bitcoin que vous voyez à l'écran, contrat à terme sur le Bitcoin, sur les options sur Bitcoin et CME. Alors les options sur Bitcoin sont sorties un peu plus tôt que les contrats à terme, et évidemment ça a généré plusieurs afflux de capitaux. On parle de 400 milliards qui se sont ajoutés sur la capitalisation de ce marché-là, de la crypto-monnaie. Donc, le fait de créer des bitcoins, de créer des options, des contrats à terme sur Bitcoin, le fait de créer des ETF, c'est-à-dire de rendre populaire, de démocratiser le Bitcoin afin d'apporter plusieurs investisseurs sur les marchés, permet tout simplement de créer plus de liquidité, donc de pousser le Bitcoin, de créer une certaine demande. Mais ça renforce aussi une idée que j'en parlais au début où personne ne comprenait où je voulais en venir, où je vous ai dit que les élites vont toujours chercher à contrôler le Bitcoin, et tant que ce n'est pas fait, le Bitcoin ne sera jamais, tant que ce n'est pas fait, le Bitcoin ne sera jamais régulé, parce que le fait de créer plusieurs dénominations, plusieurs dérivés,
plusieurs, disons, produits de spéculation ou d'investissement sur le Bitcoin est une façon de réguler l'activité de la crypto-monnaie. Parce que si on laisse juste la crypto, c'est-à-dire trader le Bitcoin juste en termes de crypto, cela échappe justement aux autorités de régulation. Alors que lorsqu'on est en train de, disons, d'adosser le Bitcoin sur des produits traditionnels, sur des produits standards qui existent déjà, ça permet de créer un cadre de régulation et donc de surveiller de plus en plus le Bitcoin. Les gens ne le voient pas venir, mais pour ceux qui sont des professionnels, le voient venir comme nous. Et je vous ai dit que pour moi, le Bitcoin restera un actif de spéculation, pas plus. Il ne peut pas devenir une monnaie parce que il est de plus en plus scruté et encadré. Et pour des questions fiscales, ça devient aussi très intéressant. Lorsqu'on crée un ETF sur le Bitcoin, ça veut dire que tous les investisseurs qui vont venir trader le Bitcoin, ce n'est pas le Bitcoin que vous tradez, c'est l'ETF. Et l'ETF a un cadre fiscal, tout comme les options, tout comme les marchés futurs et tout comme les CFD. D'accord? Ensuite, le dernier point, la politique monétaire. La politique monétaire, comme vous le savez, ça c'est un peu mon domaine. Alors la politique monétaire, pourquoi est-ce que je suis optimiste pour le Bitcoin? Mais c'est simple, parce que nous sommes rentrés officiellement dans une phase de pivot. J'en ai parlé assez souvent. L'inflation ralentit, le marché de l'emploi demeure stable. La Fed peut ne pas, disons, mesurer l'importance de pouvoir, encore une fois de plus, monter les taux. Bon, il y a certaines personnes, certains analystes qui disent que c'est une inflation à retard et qu'on peut avoir encore des résurgences du prix au niveau de la consommation. Je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense que l'inflation est totalement, pour l'instant, est totalement maîtrisée. Cependant, ce qui peut amener à une résurgence de l'inflation, ce serait potentiellement le financement des guerres. Parce que vous le savez, le monde en ébullition, on a des crises entre Israël et Palestine, on a des crises entre la Russie et l'Ukraine, on a potentiellement des crises également au niveau du Moyen-Orient, on a des crises en Afrique, donc le monde en ébullition, et pour faire la guerre, il faut de l'argent. Et pour faire de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul moyen de l'État, c'est d'imprimer de l'argent. Alors, pour imprimer de l'argent, il faut que les taux d'intérêt soient, disons, accessibles. Donc, éventuellement, on peut assister à des baisses de taux, des coupures de taux. Peut-être pas pas de la fourchette dans laquelle ça se fait habituellement, parce qu'on coupe les taux généralement lorsque on est officiellement en récession ou bien en crise. Les taux d'intérêt sont coupés de 50 points de base, voire même de 0,75 points de base, mais on peut commencer à couper les taux de 0,15, 0,25 progressivement. Et dans un environnement accommodant, puisque c'est là-dedans que le Bitcoin est né, puisque c'est là-dedans que le Bitcoin a émergé, donc dans un environnement accommodant, le Bitcoin est favorable à une hausse. D'accord? Quand on a des taux d'intérêt où la monnaie se déprécie, on a un transfert d'actifs, c'est-à-dire on délaisse complètement la monnaie pour aller chercher plus de risques, plus de rendement en achetant du Bitcoin. Cependant, cela aussi en va de soi pour le gold. Par contre, c'est uniquement si et seulement si on a bien sûr une inflation qui augmente dans un registre ou dans une politique accommodante. Lorsque on a un contexte accommodant et que l'inflation augmente, eh bien, on a besoin de plus de risques pour compenser, n'est-ce pas, l'inflation qui est grugée. Mais quand l'inflation augmente dans un climat de politique monétaire agressive ou de resserrement de taux, cela permet d'anticiper le futur, qu'on aura des hausses de taux pour combattre cette inflation et donc forcément, ça met la pression sur le Bitcoin. C'est ce qui s'est passé, comme vous le voyez à l'écran, depuis l'année 2022, 2021-2022, où on savait déjà que le fait que l'inflation commençait à ressurgir dans un environnement de hausse des taux, il ne fallait pas justement acheter le Bitcoin. Je faisais des vidéos pour vous dire que ce n'était pas le bon moment pour acheter le Bitcoin. Certains ne me croyaient pas, certains riaient. J'ai fait des vidéos en août, en avril 2022, en octobre et septembre 2022. Vous voyez, depuis tout ce temps, le Bitcoin n'a fait que chuter. D'accord? Là, maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase où le Bitcoin est en train de monter avec ces trois raisons que je viens d'expliquer.
Et je pense sincèrement que on est dans des dispositions, dans de bonnes dispositions pour que le Bitcoin puisse gravir les échelons et aller tester les sommets des 50 000, voire des 60 000. Voilà ce que j'avais à vous dire et à partager avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui sont des spécialistes du Bitcoin, n'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue et puis aussi à rejoindre notre chaîne, notre canal Telegram. Parce que bon, on n'a pas de spécialistes en crypto, donc ça serait bien d'en accueillir. N'hésitez pas donc à nous rejoindre aussi pour ceux qui veulent se professionnaliser sur les marchés financiers. L'Onyx Trading, service de flux d'informations, de trading économique et quantitatif, voilà, pour vous servir. Je suis donc François Ablé, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous dit. Merci encore, passez un excellent week-end. Au revoir.